D'un mal peut sortir un bien. Et c'est peut-être ce qui se produit aujourd'hui, car la France va tellement mal que la chape de plomb du politiquement correct commence à se fissurer. Ce que mes amis politiques et moi-même dénonçons depuis des décennies provoque maintenant des troubles tellement graves que personne n'ose plus les nier. Que ce soit la montée de la violence, le refus de l'autorité de l'État, l'abandon de portions entières de notre territoire, l'islamisation de la vie quotidienne et bien sûr le terrorisme, rien de tout cela ne peut plus être nié. Dès lors, certaines langues se délient et on assiste à des débats impensables il y a encore quelques années. À l'évidence, l'immigration n'est plus une chance pour la France et la logique des faits conduit les plus lucides à cette terrible conclusion. C'est la survie de notre nation qui est peut-être bien désormais menacée. Et si cette prise de conscience est en elle-même un motif de satisfaction, comment à l'inverse ne pas être consterné par la nature des solutions encore envisagées? Car sur ce plan, rien n'a vraiment changé, ni dans le discours, ni dans les propositions concrètes. Et disons-le, c'est un sentiment d'impuissance qui se dégage, comme si plus rien d'efficace n'était désormais envisageable. Pour ma part, je pense au contraire que tout demeure possible. Et je voudrais, pour le prouver, avancer quelques idées que je crois simples, mais fortes. D'abord, il ne faut pas se tromper sur le diagnostic. Le problème ne se limite pas à un islamisme radical qu'il conviendrait de distinguer de l'islamisme ordinaire. Non, le problème est global et ne concerne pas seulement le terrorisme. Les jeunes qui créent l'insécurité dans les cités, ils ne sont pas tous religieusement radicalisés, loin de là. Pas plus d'ailleurs que les femmes qui demandent des horaires spéciaux dans les piscines. En réalité, la plupart des musulmans présents en France s'efforcent tout simplement d'y vivre comme ils vivaient chez eux. Ils restent attachés à leurs origines et beaucoup n'ont aucun respect pour la France qu'ils jugent à la fois faible et immorale. Ce qui veut dire que notre civilisation européenne et chrétienne se trouve aujourd'hui menacée sur son sol par une population extra-européenne très nombreuse qui, loin de s'assimiler, cherche à nous imposer ses mœurs, ses valeurs et sa religion. La vérité, au fond, est que nous subissons de plein fouet un choc de civilisation, identité contre identité. Or, les élites dirigeantes, même les plus lucides, refusent toujours de voir cette réalité, ce qui les amène à tenir un discours totalement inadapté. Ce n'est pas, par exemple, avec la référence incessante à la laïcité que l'on obtiendra de ces populations qu'elles changent d'attitude. Et l'affaire des caricatures de Charlie Hebdo est à cet égard emblématique. Tout se passe en effet comme si nous n'avions qu'une exigence envers les immigrés, qu'ils acceptent les caricatures de leur Dieu et de leurs prophètes, et cela au nom de la liberté d'expression. C'est ahurissant. On a renoncé à leur imposer notre identité française, mais on exige d'eux la reconnaissance du droit au blasphème, comme si là était l'alpha et l'oméga de notre culture, comme si Charlie Hebdo était l'expression la plus haute de notre civilisation. Alors certes, la liberté d'expression est une valeur fondamentale, mais que je sache, elle est loin d'être totale dans notre pays. Ils sont nombreux les sujets sur lesquels on ne peut parler librement. Et cela, nous dit-on, pour ne pas blesser tel ou tel groupe. Alors, je pose la question, pourquoi, par exemple, protéger les homosexuels de l'homophobie et ne pas préserver les fidèles d'une religion, du blasphème qui les choque profondément? En réalité, l'obsession laïque de la classe dirigeante est totalement contre-productive. Il est certes important d'assurer pleinement la séparation des églises et de l'État, mais c'est fait. Mais vouloir, comme le font nos dirigeants,
aller au-delà et traiter à parité toutes les religions, c'est un non-sens. Car en dehors de toute considération spirituelle, les religions ont une dimension culturelle qui fait qu'ils sont partie prenante à l'identité d'un peuple. On ne peut donc pas placer l'islam, qui est une religion étrangère, présente sur notre sol depuis quelques décennies seulement, sur le même plan que le christianisme, qui a façonné notre nation pendant 15 siècles. Et si on le fait, c'est alors assurer une formidable promotion à l'islam, et c'est déjà capituler dans la guerre de civilisation qui nous est faite. Et plus globalement, je dirais que la référence permanente aux valeurs de la République est tout aussi inopérante, car celles-ci, au-delà des principes essentiels de liberté et de démocratie, sont devenues comme un espèce de catéchisme du politiquement correct. Résultat, invoquer sans cesse les valeurs de la République, c'est occulter la France comme réalité charnelle, enracinée dans l'histoire, et c'est lui substituer une idéologie universaliste et libertaire. Or, précisément, si nous sommes bien confrontés à un choc des civilisations, c'est justement notre identité qu'il faut défendre et affirmer. S'arc-bouter sur des valeurs de la République qui ignorent l'identité française, c'est donc là encore céder à ceux qui restent eux-mêmes et qui cherchent à nous imposer ce qu'ils sont. C'est pourquoi, pour l'emporter dans ce choc des civilisations, il faut laisser de côté les concepts universalistes, sans les mésestimer, mais il faut mettre en avant d'abord notre identité dans toute sa richesse culturelle, historique et spirituelle. La France doit abandonner toute autoculpabilisation, retrouver la fierté de ce qu'elle est et revendiquer sur son sol son droit à l'identité. Encore faut-il que notre pays se libère des contraintes juridiques absurdes qui le rendent actuellement impuissant et qui pourraient bien précipiter sa chute. En l'occurrence, la France doit se libérer de l'état de droit dont là encore nos dirigeants se gargarisent quotidiennement. Car il ne faut pas être dupe. Je suis moi aussi partisan d'un système démocratique qui exclut tout arbitraire et qui soit fondé sur des lois votées par les représentants du peuple. Mais l'état de droit, tel qu'il est pratiqué par le système, c'est précisément le contraire de cela. L'état de droit, c'est l'idéologie politiquement correcte imposée aux Français par le pouvoir judiciaire. L'état de droit, ce n'est pas le pouvoir du peuple, c'est le gouvernement des juges. Et au sein de cette dictature juridique, il faut le dire, le Conseil constitutionnel joue le rôle central. Il ne se contente plus en effet de juger en fonction des articles de la Constitution, comme c'était le cas dans les premières années de la Ve République, non. Il se détermine dorénavant en fonction de l'interprétation qu'il fait des textes du préambule, ce qui lui permet de censurer toutes les lois qu'il juge politiquement incorrectes. Et disons-le, dans ce travail de mise sous tutelle de la démocratie, il est relayé par les autres juridictions qui n'hésitent pas, elles aussi, à contrecarrer les décisions de l'exécutif pour peu qu'elles les estiment, disons, idéologiquement déviantes. C'est ainsi, par exemple, que les juges empêchent quasi systématiquement les expulsions d'étrangers. C'est fréquent, c'est bien connu. Pour rompre avec l'impuissance engendrée par le pouvoir judiciaire, il est donc essentiel de rendre le pouvoir au peuple. Et pour cela, je propose d'instaurer un droit de recours des décisions du Conseil constitutionnel qui donnerait, dans tous les cas, le dernier mot aux Français, soit par un référendum, soit par un ultime vote de l'Assemblée. Voilà, face au choc des civilisations, il faut défendre l'identité de la France, il faut rendre le pouvoir au peuple, et je le dis avec force, ce n'est que sortant ainsi du politiquement correct que tout redeviendra possible. Car on pourra alors mettre en œuvre des solutions d'envergure qui rompent, dans la forme comme dans le fond,
avec les errements actuels. Pour ce qui est de la méthode, notamment, il ne faut plus chercher à modifier laborieusement le fatras législatif et réglementaire dans lequel nos dirigeants s'enlisent. Avec la réforme du Conseil constitutionnel, il sera en effet possible de recourir au principe des lois d'exception. Des lois d'exception qui présentent l'avantage d'une rédaction claire et courte, puisqu'elle consiste à rendre illégales, sans même les énumérer, toutes les dispositions en vigueur qui empêchent d'atteindre le but politique recherché. Quant aux objectifs, ils doivent être à la hauteur des menaces. Il ne s'agit plus de faire de la communication ou de se contenter de réformettes. Il faut maintenant peser sur la réalité pour changer rapidement et radicalement la donne. Ainsi, l'immigration devra-t-elle être stoppée complètement pour une durée de 10 ans afin de pouvoir résoudre les problèmes majeurs qu'elle a engendrés. Quand votre maison est envahie par les eaux, vous commencez par fermer la voie d'eau avant de réparer les dégâts. La première loi d'exception devra donc rendre illégales toutes les mesures qui provoquent et permettent l'arrivée d'immigrés sur notre sol, y compris le droit d'asile, y compris le regroupement familial. S'agissant de l'islam, il doit quitter l'espace public. Les musulmans, qui bien sûr doivent pouvoir continuer à pratiquer leur religion, devront le faire dans le cadre de la sphère privée, sans plus chercher à vouloir adapter notre pays à leurs coutumes. Une deuxième loi d'exception devra donc rendre illégale toute mesure et toute pratique prenant en compte les spécificités de l'islam. En revanche, la religion musulmane, comme toutes les religions d'ailleurs, doit être respectée et ma conviction est qu'il faut mettre un terme au blasphème public. Une autre loi doit permettre au gouvernement de placer dans des centres fermés les délinquants multirécidivistes, les individus radicalisés, ainsi que les terroristes libérés par les tribunaux, ce qui assurerait d'un coup une amélioration spectaculaire de la sécurité par la mise à l'écart de ceux qui commettent l'essentiel des délits. Dans le même esprit, une quatrième loi d'exception devrait donner tout pouvoir aux représentants de l'État pour investir massivement les zones de non-droit et y rétablir par la force la normalité républicaine. Une autre encore devrait lever tous les obstacles à l'expulsion effective des clandestins et des délinquants étrangers. De telles lois dérogatoires du droit commun redonneraient à l'exécutif l'autorité et les moyens légaux qui lui sont nécessaires pour trancher le nœud gordien. Avec elles, on le voit, tout peut devenir possible. Il suffit simplement de sortir du politiquement correct et de mettre en application cette formule des anciens romains « Salus populi suprema lex », la loi suprême, c'est le salut du peuple.